Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour cet atelier sur le thème gestion des flux de palettes, pool ouvert, pool fermé, solutions et autres services logistiques. Merci à nos intervenants que je vais présenter dans quelques instants. Sur le plateau, je suis avec Jean-Philippe Gossorgue, que vous avez vu déjà ce matin, et puis Thierry Lecoing du groupe La Paire. Nous avons en ligne, normalement avec nous, mais nous savons qu'ils sont là, Fabrice Chenu de Paqui, Christophe Précope LPR et Thierry Sustard Opaline. Normalement, tout le monde est là. Alors, vous voilà. Bonjour Thierry. On est bien en ambiance presque confinement où on vit dans la cuisine des uns et des autres. C'est parfait. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous commencez à en avoir l'habitude, avant de démarrer, je vais vous poser une petite question à vous, chers amis auditeurs, avec donc un petit sondage. Nous allons parler de gestion des flux. La gestion des flux est-elle un sujet important pour vous ou vos clients ? Oui, car cela fait longtemps que nous l'avons mis en place. Oui, et nous souhaitons la mettre en place prochainement. Non, ce n'est pas réellement un sujet d'actualité pour nous. Le sondage est lancé et je en donnerai les résultats très bientôt. Alors, un peu de contexte, de quoi nous parlons ? On en a déjà beaucoup parlé ce matin. Au-delà de la production, au-delà du reconditionnement de la palette bois, la filière a vu émerger de nombreux services. La palette est devenue aussi un service. Selon les besoins des utilisateurs de palettes, il existe plusieurs formules et qui peuvent être complémentaires. Les systèmes locatifs, ou parcs et poules fermés, où les palettes appartiennent aux sociétés de location. Les parcs ou poules ouverts avec des palettes épales, échangeables entre utilisateurs via des prestataires de services. Et puis les systèmes de relocalisation, des systèmes de gestion de flux ou de gestion de parcs de palettes. Il s'agit là de systèmes d'échange, de transfert de propriété ou de relocalisation virtuelle afin d'éviter le transfert physique de palettes vides. Mais vous allez avoir encore bien plus de renseignements sur ces sujets avec nos intervenants. Alors déjà, est-ce que le sondage, je vais en profiter pour regarder les résultats du sondage. Dites-moi, la régie va fermer. Alors, oula, ah oui, vous êtes des pros, oui, cela fait longtemps que nous l'avons mis en place à 77%, 18% qui souhaitent la mettre en place prochainement, et non, ce n'est pas un sujet à 5%. Donc écoutez, j'espère que les 18% qui veulent le mettre en place vont être convaincus, ou en tout cas intéressés par ce que nous allons évidemment présenter aujourd'hui. Nous chercherons dans cet atelier à répondre à plusieurs questions. Quels sont les avantages et les points forts de chacune des formules dont nous allons parler ? Dans quel cas peuvent-elles être complémentaires ? Quels sont les critères de choix qui peuvent orienter l'utilisateur ? Ces services vont-ils évoluer dans le temps ? Vont-ils prendre une ampleur européenne ou mondiale ? Alors, j'ai le plaisir, pour démarrer, d'abord de vous redire que vous, comme ce matin, vous avez toute possibilité, évidemment, de poser vos questions dans le chat et nous aurons la possibilité, bien sûr, après les différentes interventions de nos invités, de répondre à vos questions. Alors d'abord, place aux utilisateurs. Thierry Lecoing, vous êtes acheteur, responsable des achats de palettes chez La Paire depuis 20 ans. Et vous avez expérimenté de nombreuses formules pour les palettes. Vous êtes ici, donc vous représentez ici le monde des utilisateurs. Merci d'être avec nous et merci d'être avec nous sur le plateau. Et nous aimerions que vous puissiez nous partager votre expérience. Rien de mieux que l'expérience et l'expertise pour savoir de quoi on parle. À vous. Merci pour votre invitation déjà.
Alors, pour vous parler de la paire, le périmètre de la paire, qu'est-ce que c'est? La paire, c'est un petit cocorico, 10 usines en France qui fabriquent des biens durables, des biens d'équipement durable pour la maison. Sur donc 10 usines qui sont situées, une en Lorraine, une dans le Nord, 3 dans la Marne, j'énumère mais c'est important, 2 en Vendée, une dans le Cantal, une entre Lyon et Roanne et une à Toulouse. En plus, nous avons une base logistique du côté d'Orléans qui achemine les produits que nous ne fabriquons pas. Ces points d'entrée de nos flux alimentent environ 130 magasins, une trentaine de magasins à notre enseigne, une trentaine de magasins qui ne sont pas à notre enseigne, une demi-douzaine de plateformes qui vont servir à distribuer nos produits sur les chantiers, qui est une activité que nous couvrons également. Alors, des produits d'équipement durable de la maison, qu'est-ce que c'est? Ce sont des escaliers, des meubles de cuisine et de salle de bain, des portes d'entrée, des portes d'intérieur, des verrières et bien sûr des fenêtres. Donc tous ces produits sont acheminés sur des supports logistiques qu'on appelle plus communément des palettes. Évidemment, ces palettes sont adaptées aux produits transportés. Vous n'allez pas transporter ou mettre un escalier sur la même palette que celle qu'on va utiliser pour la fenêtre. Donc, une fois le décor planté, la reverse, comment elle est rentrée chez nous? Parce qu'on utilise la reverse. La reverse, elle est rentrée chez la paire par la fenêtre. Voilà. La paire, c'est le petit bonhomme qui part avec sa fenêtre sous le bras, donc c'est normal que ça commence par là. À l'origine, nos fenêtres, elles étaient transportées sur des palettes fer et livrées sur les différents points que j'ai énumérés tout à l'heure. Mais quand il s'était agi de refaire le parc ou de l'étendre, parce que l'activité augmentait, on s'est retrouvé face à un investissement important, parce que c'est l'inconvénient majeur de la palette fer, c'est son coût, son délai de mise en place, etc. Nous avons donc décidé de migrer sur une palette jetable, une palette en bois. On a donc lancé cette opération. On est quand, là, à peu près? On est dans les années 2002, par là. D'accord. Par contre, un effet qu'on n'avait peut-être pas forcément mesuré au départ, c'est qu'on s'est retrouvé avec une explosion de nos déchets bois. Nos bennes se sont retrouvées complètement saturées, parce qu'il faut savoir que la palette majoritaire, qui est la palette fenêtre, c'est une palette adossée, une palette en L. Donc, il y avait un foisonnement terrible dans nos bennes, donc hausse du traitement des déchets bois, mais surtout hausse du transport, parce qu'il fallait ramener les bennes, un échange de bennes qui était terrible. On a donc lancé une opération coup de poing, audit de nos bennes, on a autopsié ce qu'il y avait dedans, et on s'est rendu compte que beaucoup de nos palettes étaient encore utilisables, en fait. On a retravaillé sur notre organisation, reconsidéré le statut perdu de notre palette, et mis en place en 2004 la première opération de reverse sur nos magasins d'Île-de-France avec le groupe Burban. Et puis ensuite, on a continué à étendre le sujet avec les autres régions de France, avec Burban et PGS également. Donc aujourd'hui, la palette reverse, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Parce que c'est quelque chose qui est important chez nous. Et qu'on cherche à développer d'ailleurs parce qu'on n'en a jamais assez. La palette reverse, donc l'effet immédiat, ça a été pour notre réseau de distribution de baisser les coûts de traitement des déchets, le coût d'acheminement des bennes. C'était ensuite aussi pour nos usines d'avoir un produit à disponibilité, plus grande disponibilité, on va dire, et à des prix plus avantageux que le neuf. Ça, je suis acheteur. Et l'avantage aussi, c'est un avantage écologique parce que même si la palette, on l'a évoqué depuis ce matin, si la ressource bois, le bois qui est le constituant de la palette, est une ressource renouvelable, elle n'est pas disponible à l'infini, en fait. Surtout avec les nouvelles incitations que l'on a eues sur le bois énergie et qui arrivent sur le bois bâtiment. Donc, il faut être assez prudent là-dessus. Quoi dire
Pour aussi la palette River, c'est une question d'organisation, beaucoup. Donc on a eu des systèmes de traçabilité de nos palettes, avec des outils comme Opaline notamment, qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, dans l'économie circulaire, puisque c'est comme ça que ça s'appelle maintenant qu'on la nomme, on a fait un pas supplémentaire en contractualisant avec un de nos récupérateurs, Urban, des approvisionnements de bois énergie biomasse, de combustible, issus du broyage des palettes qu'on n'a pas pu récupérer, qui étaient récupérables. Donc aujourd'hui, la palette River, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qu'on va continuer à développer. Et on travaille aussi pour se faire sur la neuve, pour la palette neuve, pour voir à l'entrée ce qu'on peut faire. Et oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que la Reverse, en dernier point, ça nous permet d'amortir certains effets de consommation, de pics de consommation qu'on peut connaître sur nos palettes. Traditionnellement, ça va être l'été, par exemple, où tous les outils de production vont être très fortement monopolisés par l'industrie de la boisson. Les boissons, les sodas, on a un très gros appel d'offres. En préparation des fêtes de fin d'année également avec l'e-commerce. Et puis aussi sur les imprévus qu'on a connus cette année, on a tous eu faire des gros problèmes d'approvisionnement sur la matière première, sur le bois, et puis des choses qu'on ne peut pas prévoir. Qui aurait pu croire qu'un canal bloqué dans le canal de Suez pourrait mettre le bazar dans nos filières en bloquant les approvisionnements de bois et de métaux pour les pointes dont on a parlé aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour nous un atout majeur. Voilà notre expérience. C'est quelques minutes qui résument beaucoup de mois et d'années de travail. 20 ans de résumé, merci. Mais c'est intéressant, vous nous démontrez comment la complémentarité des formules est au cœur, en fait, finalement. C'est ce que je comprends en parlant à de plus en plus de professionnels, c'est qu'en fonction des besoins, il est nécessaire d'avoir des complémentarités de formules. Ah oui, oui, tout à fait. La reverse ne remplacera jamais le neuf, parce qu'on a besoin d'amorcer la pompe, si je puis dire, pour avoir le matériel au départ. Mais du coup, la reverse, en complément, nous refait penser à la géométrie, à la fonctionnalité de nos palettes. Et la palette, c'est vrai que c'est vraiment un support logistique. Si vous n'avez pas de palette, vous ne pouvez pas expédier les marchandises, ce qui est un peu dommage aujourd'hui. Sans palette, on a bien compris, on ne fait rien. Exactement. Donc ça c'est clair. Merci déjà pour cette expérience. Je vous redis, posez vos questions évidemment sur le WhatsApp. On me fera signe dès qu'il y en aura et on aura un temps tout à l'heure pour pouvoir évidemment y répondre. Alors, maintenant, je laisse la parole à Jean-Philippe Gossorg. Alors, Jean-Philippe, vous intervenez ici dans cet atelier au titre de président d'EPAL France et de vice-président d'EPAL International. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter le système EPAL ? Merci Anne. Alors oui, le système EPAL. Donc EPAL, tout d'abord, juste pour le resituer, c'est ce qu'on appelle vulgairement la palette Europe. Donc tout le monde connaît un petit peu la palette Europe, même souvent ils confondent des palettes perdues, ce on disait autrefois palette perdue ou palette de formats différents. On l'appelle souvent la palette Europe, alors qu'effectivement, c'est des extensions qui font qu'aujourd'hui, cette palette est effectivement connue de tout le monde. Et cette palette Europe donc, fait partie d'un pool qui s'appelle le pool EPAL. Donc le pool EPAL fête cette année ses 60 ans. C'est donc déjà une belle longévité pour un système. Alors le système EPAL, qu'est-ce que c'est en deux mots ? C'est à l'origine né d'un constat qui était effectivement le développement des échanges de marchandises et effectivement la gestion de cette palette qui était nécessaire aux échanges de marchandises. Donc aujourd'hui, en fait, le système EPAL, donc, qui était à l'origine sur une palette 1200-800, qui est effectivement un format des plus courants et des plus utilisés,
Cette palette permettait à un chargeur, donc enfin un industriel, de mettre sa marchandise sur cette palette et pouvoir avoir un flux commercial avec son client sur ce format de palette, donc la palette Europe ou palette EPAL. Et une fois la marchandise livrée, on ne décharge pas, comme on le disait ce matin, on ne décharge pas une palette instantanément. La palette peut être stockée, peut être rapatriée sur un autre site de production ou autre, etc. Donc elle a toute sa vie derrière. Et du coup, cela étant, la personne qui réceptionne la palette lui permet un échange pour que l'industriel qui a introduit la palette dans le système de flux n'est pas lésé par la perte d'une palette, il retrouve une palette. Et donc, le principe de l'EPAL est né sur une notion d'échange, un contrat, voilà, qui a pu, selon les secteurs d'activité et les usages, évoluer également avec une notion de qualité par rapport au produit, puisque c'est un produit, la palette EPAL, qui, par définition, est voué à vivre longtemps, puisqu'on estime que la durée de vie d'une palette EPAL utilisée correctement, c'est environ 7 ans. Donc c'est déjà une belle longévité sur le produit de l'emballage. Et effectivement, ça permet cet échange avec aussi le fait que au fur et à mesure du temps, la palette évolue de neuve vers la fin de vie. Effectivement. Voilà, donc voilà en 2 mots la base du système qui, bien sûr, depuis a évolué. Alors voilà, il y a des slides qui apparaissent à l'écran. Voilà, le focus sur le marché de la palette EPAL. Aujourd'hui, au moment où on se parle, c'est le plus grand pool de palettes qui est ouvert au monde. Donc, plus de 600 millions de palettes en circulation. Production annuelle de palettes neuves en 2020, 96,8 millions d'unités. Nombre de palettes réparées 2020, 25,6 millions d'unités. Alors, quand on parle de plus grand pool de palettes ouvert au monde, vous disiez tout à l'heure, Anne, pool ouvert, pool fermé. Pourquoi pool ouvert? Parce qu'effectivement, dans le cadre de la palette EPAL, il y a des transferts de propriété. En fait, c'est un pool ouvert puisque la palette est fabriquée par un industriel de l'emballage, donc un fabricant de palettes, qui vend la palette à l'industriel, qui va stocker sa marchandise dessus pour ensuite la faire vivre dans les échanges de flux commerciaux avec ses partenaires. Donc effectivement, là, la propriété, il y a donc un transfert par rapport au pool fermé où les palettes des pools fermés restent propriété de celui qui les met sur le marché, à savoir, nous en avons parmi nous tout à l'heure justement, donc je laisserai le soin d'expliquer leur système. Voilà. Et de fait, la palette EPAL, aujourd'hui, vous la trouvez un petit peu partout à travers le monde, puisque en fait, les industriels peuvent devenir fabricants de palettes EPAL à condition de rentrer dans le système et de prendre une licence EPAL. Et aujourd'hui, de fait, la palette EPAL est présente un peu partout à travers le monde. Et elle est représentée dans 19 pays. Et elle compte environ 1500, 1600 entreprises à travers la planète, voilà, qui sont agréées, qui touchent soit en fabrication, soit en réparation, la palette EPAL. Voilà, donc EPAL en France, 1,2 million de palettes fabriquées en 2020, 3 millions de palettes réparées en 2020. Donc une estimation de hausse en 2021 de 20% pour les palettes fabriquées, de 3% pour les palettes réparées, puisqu'effectivement, je ne vais pas me répéter, mais depuis ce matin, on l'a entendu, l'année 2021 était une année plutôt exceptionnelle à tout niveau sur la filière, et ce qui explique ces chiffres. Voilà. La palette EPAL, donc je vous parlais à l'origine une palette 1200-800, ce qu'on appelle aujourd'hui l'EPAL 1. Qui était la palette qui a fait les fondements de ce système. Aujourd'hui, on voit le système a un peu évolué. Vous retrouvez 4 palettes qui sont l'EPAL 1, l'EPAL 2, l'EPAL 3, l'EPAL 7 que vous voyez à l'écran. Mais également, depuis quelques temps, depuis un an et demi à peu près, EPAL s'est également lancé dans les palettes de chimie, les palettes CP. Donc vous les voyez, qui sont une gamme de CP1 à CP9.
qui sont des palettes spécifiques effectivement sur les entreprises de la pétrochimie et qui du coup reprennent les mêmes critères qu'EPAL, à savoir sur les contrôles qualité et le suivi dans des sociétés soit en fabrication soit en réparation qui ont cet agrément EPAL pour pouvoir toucher, réparer les palettes et les remettre sur le marché. Et enfin, on a le box palette EPAL qui est également alors une part de marché beaucoup plus modeste que la palette, puisque vous l'avez vu, 600 millions de palettes en circulation EPAL à travers le monde. Voilà, le box palette est beaucoup plus modeste, mais c'est également un box qui est utilisé dans le secteur d'activité. Voilà pour la palette EPAL. Merci beaucoup. Et comme on est sur Futuro Palette, quelles sont les perspectives un peu de l'évolution EPAL France, internationale? Est-ce que, on l'a dit depuis ce matin, je pense que c'est marquant, c'est qu'en fait la palette n'est plus seulement un produit, mais bien un service. Donc est-ce que vous voyez des évolutions, des innovations à venir qui peuvent permettre de nous orienter, de nous... Alors, oui, Anne, la palette EPAL, même si c'est une vieille dame, puisqu'elle fête ses 60 ans cette année, elle est à l'écoute du marché et on voit que le marché bouge et évolue, notamment sur ces dernières années. Et alors, avec la notion de service, donc comme vous le disiez, alors justement, dans l'atelier, je laisserai la main à certains confrères qui sont plus justement sur cette partie-là du service qui tourne et gravite autour de la palette EPAL, donc de la relocalisation, de la traçabilité, du suivi, etc., etc. Donc oui, et c'est là où on rejoint justement ce que vous disiez en préambule, Anne, les complémentarités aussi des systèmes qui sont aujourd'hui mis à disposition pour le marché. Et puis il y a aussi, on en parlait ce matin dans le discours d'introduction, c'est que l'avenir de l'emballage et de la palette bois va aussi vers la digitalisation. Et EPAL travaille depuis quelques années à une palette connectée. Donc malheureusement, ce n'est pas cet atelier-là, c'est un autre atelier qui est en train de se tenir en parallèle, mais vous aurez l'occasion de le voir en replay. Oui. Voilà, ça permettra de faire le lien. Et donc Exactement. effectivement, EPAL travaille sur une palette connectée, une EPAL, qui devrait sortir incessamment sous peu, qui a traversé les phases de test plutôt brillamment et qui aujourd'hui va prochainement être mise sur le marché. C'est une palette qui aura effectivement une traçabilité via la position d'un QR code en impression sur le plot de la palette EPAL et qui, couplé avec un logiciel développé par EPAL, permettra de retrouver toutes les informations nécessaires sur la traçabilité, les flux, les stockages, l'appairer avec les matériaux qui seront stockés également dessus pour le client, pour ses suivis dans les ERP et autres, et qui permettra aussi pour EPAL d'avoir une traçabilité dans la vie de cette palette aussi, à savoir par qui elle a été réparée, où elle a été fabriquée, combien de fois elle a été réparée, etc., etc. Et ce qui est important, puisque le système EPAL repose notamment sur cette notion de traçabilité, de qualité de la réparation de la palette pour la faire vivre tout au long de sa vie et la pousser le plus loin possible dans sa durée de vie et sa qualité, sa résistance aussi par rapport aux contraintes demandées par les clients. Et ce système EPAL, du coup, permettra d'avoir tout cet historique. Très bien. Écoutez, ça donne des bonnes perspectives. Alors, nous allons poursuivre. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir à distance, pour le coup, Christophe Précope, donc, qui va nous parler de location. Donc, Christophe Précope, que je vais voir bientôt à l'écran, j'imagine. Alors, vous êtes directeur commercial de LPR. La LPR étant, pour ceux qui ne savent pas, la palette rouge. Parce que c'est vrai qu'on vous connaît dans le métier beaucoup plus souvent sous l'acronyme LPR. Votre métier est de fournir un service de location de palettes réutilisables. Pouvez-vous nous en donner un peu les principes, les atouts, les points forts du système locatif? Oui, je vais partager avec vous. Est-ce que vous avez le retour écran, en tout cas? Ah, voilà, c'est peut-être mieux là. Ça y est, on vous voit. Là, je viens de l'avoir. OK, bon, c'est parfait. Bon, déjà, merci Anne, merci de votre invitation et bonjour à tous.
Alors, donc effectivement, on intervient sur le marché de la palette locative. Juste en préambule, permettez-moi de présenter en quelques mots l'entreprise. LPR, la palette rouge, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, en fait, on est une division du groupe Europool, qui est en fait le plus grand prestataire de services logistiques européens d'emballage réutilisable. Nous, de notre côté, on est l'expert européen, je dirais, de la location-gestion de palettes, essentiellement pour l'ensemble des acteurs des biens de grande consommation. Ce que je veux dire par là, c'est que on collabore en fait avec tous les acteurs de la supply chain à travers l'Europe, qu'ils soient industriels, transporteurs, distributeurs et prestataires logistiques. Donc aujourd'hui, on a près de 30 ans d'expérience sur cette solution-là, pardon. Et on est présent dans 31 pays à travers 11 filiales et des équipes vraiment installées au niveau local pour accompagner nos clients. Et par contre, particularité, c'est qu'on est LPR, on est basé à Toulouse. Donc là aussi, Cocorico, pour reprendre, je dirais l'expression de Monsieur Lepointe, on est en France, donc sur Toulouse. Et nos clients sont à la fois des PME, des ETI et des groupes internationaux. Dans notre organisation et à travers notre expérience, effectivement, que nous mettons au service de nos clients, je dirais, on s'inscrit aussi dans un modèle d'économie circulaire pour participer concrètement à la réduction de nos empreintes environnementales et en veillant à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Donc, ça veut dire que toutes nos solutions opérationnelles font objet de certification au niveau européen, que ce soit PEFC, EcoVadis, puisqu'on est reconnu Platinum. Donc, on est aujourd'hui un contributeur important sur ce sujet-là pour aller vers cette transition d'économie circulaire. Pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le principe, je dirais, de la location-gestion de la palette, c'est de vous accompagner, que vous soyez prospect ou client à chacune des étapes de votre supply chain. Et surtout de vous proposer une solution qui soit une solution clé en main, je dirais, de la commande à la collecte. Concrètement, ce que ça signifie, c'est que vous commandez vos palettes, on vous les livre au lieu dit, le jour J, vous les utilisez pour vos besoins habituels, opérationnels, vous les expédiez vers des entrepôts, vers vos clients directement, vous déclarez vos sorties, bien sûr, et nous, de notre côté, nous les collectons et nous les rapatrions sur nos centres de services qui sont présents sur tout le territoire national d'une part et aussi à travers l'Europe pour assurer, je dirais, et veiller à avoir une qualité de support logistique à travers un tri, à travers de la réparation. Et une fois que tous ces éléments-là sont faits, sont menés à bien, on remet les palettes en circulation dans les différents circuits. Donc ça, ce sont les principes généraux qui font l'objet aussi d'échanges avec nos clients et d'optimisation avec ces derniers. Les atouts pour moi dans cette solution, c'est que en fait, il réside assez simplement dans le fait que ce soit une solution qui soit simple dans sa gestion, qui soit efficace, qui soit flexible pour les entreprises et qui soit transparente. Je pense que c'est une vraie solution qui contribue à, je dirais, une performance économique pour les entreprises, à travers certes une externalisation, mais qui permet d'avoir une maîtrise, je dirais, de l'ensemble de la chaîne de valeur et des coûts qui y sont associés. C'est aussi le fait qu'à un moment, on recentre éventuellement, c'est un choix d'entreprise, de recentrer les équipes, c'est vraiment sur leur cœur de métier. Et au lieu d'être sur des tâches peut-être qui leur qui sont à moindre valeur ajoutée. C'est aussi une économie pour nous de temps, d'argent, d'espace de stockage et de diminution de coûts de transport. Après, je pense qu'il y a un deuxième aspect et un deuxième atout dans la location-gestion de palettes, c'est que aujourd'hui, de par l'organisation et les différents intervenants, dont LPR, c'est le fait de répondre concrètement aussi à des tendances de fond qui s'opèrent depuis un certain nombre d'années et qui se sont accélérées ces derniers temps, et qui consistent en fait, il y a différents axes, mais qui sont vraiment prégnants. C'est la tendance à l'automatisation. Cette automatisation, aujourd'hui, elle s'accélère à la fois du côté des industriels, c'est une chose, mais aussi du côté des distributeurs.
C'est vraiment une tendance de fond. Ça induit un deuxième point qui est de disposer de plus en plus de supports de qualité pour répondre à des standards de qualité qui ont été établis et des niveaux d'exigence qui sont en forte croissance aujourd'hui, notamment chez les distributeurs. Et ces mêmes distributeurs, ce sera mon troisième point, sont de plus en plus demandeurs de solutions de palettes locatives parce qu'eux aussi s'automatisent de plus en plus sur leur plateforme. Donc, à ce titre-là, quand vous travaillez avec cette typologie, je dirais, de clients, vous devez être en mesure de leur apporter et de leur proposer une qualité de produit qui soit optimale. Et le dernier point qui a été évoqué il y a quelques minutes, c'est effectivement une exigence accrue de traçabilité je dirais, de la part de l'ensemble des acteurs qui interviennent sur cette chaîne. Juste en synthèse, pour moi, en fait, les points forts, les atouts, c'est en fait de vous libérer de certaines contraintes quotidiennes, que les équipes soient concentrées sur leur cœur de métier et aussi, bien évidemment, de répondre aux exigences de votre écosystème. Alors, je dirais pour aller peut-être un petit peu plus loin et ouvrir éventuellement un débat maintenant ou à venir. Et je pense qu'il y a quand même, au-delà de tout ça, un prérequis, c'est bien sûr, au-delà des décisions stratégiques et de l'analyse de l'ensemble de votre structure de coûts dans les entreprises, qui sont bien sûr des prérequis. Je pense qu'il est aussi important d'avoir à ses côtés des partenaires, quelle que soit l'option choisie, qui soient en capacité d'avoir une approche qui se veut proactive, personnalisée, qui puisse contribuer efficacement dans vos processus logistiques. Vous ayez un partenaire qui soit capable aussi de vous accompagner partout où sont vos clients en fonction de votre structure de distribution. Vous disposiez de produits de qualité et surtout avec un niveau d'homogénéité en termes de service dans le temps. Qui plus est, si on regarde un petit peu dans ce que nous avons vécu, je dirais depuis un an, donc j'imagine que il y a ce qui s'est passé sur les marchés, effectivement avec la hausse des matières premières, sur le bois, sur le fer également. Il y a aussi le Brexit qui a provoqué un certain nombre de perturbations, la situation sanitaire. Donc voilà, il est important de pouvoir s'appuyer sur un partenaire de qualité. Et puis le dernier point, c'est que vous ayez aussi un partenaire qui fasse preuve de transparence, notamment en termes de facturation, de manière à ce que vous ayez une vue qui soit précise et un vrai contrôle de vos coûts. Voilà, juste en quelques mots sur le temps qui m'était imparti, voilà ce que je souhaitais partager avec vous, avec l'ensemble de l'auditoire. Merci beaucoup. Juste même question, une innovation à venir, une tendance à venir en quelques secondes ou Oui, voilà. les tendances, elles vont. Une J'en ai innovation évoqué. dans le système locatif, oui. Bon, de toute façon, on va poursuivre le travail qu'on a entamé il y a maintenant plusieurs années sur la digitalisation. Oui, pardon. On va l'axer. Aujourd'hui, on a déjà je dirais, des solutions de digitalisation qui sont très abouties et qu'on continue à développer pour vraiment répondre aux besoins de nos clients et de nos prospects futurs. Et puis, il y a la traçabilité que j'ai évoquée. C'est clair que c'est un enjeu de c'est demain. clair. Bon. Je pense qu'effectivement, enfin, en tout cas, c'est un fil rouge pour le coup, vraiment dans les différentes solutions. Merci beaucoup. En tout cas, déjà, vous restez avec nous. On aura peut-être des questions Avec plaisir. Tout à l'heure. Oui, alors maintenant, nous allons parler des services, des systèmes de relocalisation et de gestion de parcs. Et j'accueille Fabrice Chenu. Fabrice Chenu, vous êtes directeur des ventes France-Espagne de Paqui Logistique. Paqui est un prestataire de services pour la gestion, la fourniture, le transport de palettes et de caisses Europe standardisées et échangeables. Et je ne vous vois pas encore, mais je vais vous voir bientôt, j'imagine. Pourriez-vous partager votre expérience ? Oui, Là, je voilà sais pas si Fabrice, vous- super. Oui. Ah voilà, ça y est, je me vois aussi. Donc, Alors, merci pour l'invitation à cette table ronde déjà. on a
des slides, normalement. D'accord. Démarrez, Si démarrez, tous Fabrice, le temps bien, qu'on vous se devez calme. m'entendre et me voir, c'est bon? Oui, D'accord. on vous Tout voit. d'abord, Démarrez. bonjour et puis merci pour l'invitation à cette table ronde, hein. Écoutez, en quelques mots, je vais présenter Paqui. Donc, on appartient au groupe Faber, qui est donc une société familiale qui, depuis 1891, exerce dans la gestion en poule. Toujours une société, cette société est gérée toujours par donc Ingrid Faber est donc le PDG de cette société. Et puis, à l'intérieur de cette société, il y a trois grands gestionnaires en poule hein, qui opèrent. Donc, on a PRS qui travaille sur la partie locative. On en a parlé tout à l'heure avec Jean-Philippe, sur la partie plutôt partie chimie. IPP qui est un acteur très important en palette locative, qui intervient sur la partie FMCG, un petit peu comparable avec ce que peut-être fait aussi LPR. Et puis, on a Paqui avec Vipool, qui a été une acquisition récente, dans laquelle on est en pool ouvert. Alors, le pool ouvert, c'est absolument génial parce que Jean-Philippe a présenté plus que très bien ce que signifie le pool ouvert et la norme EPAL, puisque Paqui repose essentiellement sur la partie pool, comment dire, la gestion des palettes autour de la norme EPAL. Donc, si vous voulez bien, on va passer au slide suivant. Donc, sur lequel, en quelques mots aussi, Paqui est donc une société, un groupe allemand qui exerce depuis bientôt 50 ans et qui n'a qu'une seule mission, c'est de faciliter le transport de marchandises dans un grand marché européen. Donc, nous exerçons sur l'ensemble des pays européens. Le siège social est à Ennepetal, en Allemagne, et depuis 2 ans, on est à côté de Toulouse, avec nos voisins de chez LPR, donc à Balma pour être précis, où là, nous exerçons toute l'activité France, Espagne et Maroc, avec l'équipe commerciale et opérationnelle au plus proche et des fournisseurs et des clients, et bien sûr de la grande distribution. Donc on est avec 200 salariés qui ne travaillent qu'à cette mission de mutualiser, de relocaliser les palettes au sein de différents pays européens. 8 langues sont parlées au quotidien tout simplement avec des natifs de chacun des pays pour être au plus près de la compréhension et de l'échange avec tous les niveaux dans une entreprise de contact et d'interlocuteurs. Nous avons à peu près 23 pays sur lesquels s'échange la palette Europe, et puis un réseau d'environ 10 000 stations qui permettent de livrer, collecter ou même encore déposer des Paqui-Spots, les palettes que les transporteurs ont besoin de libérer à un moment donné de leur camion. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, bientôt 50 ans d'expérience. Les supports sur lesquels on travaille, on est vraiment en action de pooling ouvert. Et principalement la palette Europe, on en parle beaucoup et c'est exactement de celle-ci dont on va parler un peu plus maintenant. C'est pas 500 millions mais 600 millions de palettes sur le marché européen qui est le plus gros marché existant en termes de pooling. Nous, on intervient à peu près sur 10% de cette palette. La caisse Glitterbox ou Eurobox qui répond exactement, tous ces produits répondent exactement au même principe de l'échangeabilité. Donc, le Glitterbox est plus lié à l'automotive, on ne va pas développer ici. La Düsseldorf, que vous connaissez certainement, il a demi-palette, mais qui est plus orienté sur le marché allemand. Et puis enfin, le dernier, mais qui n'est pas non plus pour aujourd'hui, toujours sur la norme EPAL, qui sont les palettes H1 et les bacs E1, E2, qui sont pour le monde de la viande. Donc, on va plutôt focaliser sur les 5 niveaux de qualité que l'on propose au niveau de la palette Europe. Alors pourquoi 5 niveaux? Parce que selon les besoins des utilisateurs, les industriels, les transporteurs n'ont pas les mêmes besoins. Le picking, la sortie d'usine, l'automatisation n'a pas non plus les mêmes exigences. Donc en fait, on a complètement adapté ce que l'on appelle la qualité qui s'opère entre la palette que je vais collecter, qui est restituée après avoir été libérée de ces marchandises, qui est une palette dite échangeable transporteur. Donc elle est comme elle a été libérée de ces marchandises. C'est la palette qu'on appellera la palette échangeable. Et ensuite, vous avez tout ce qui passe par les différents reconditionneurs pour passer d'une palette échangeable à une palette triée. Donc, ce qui permet d'avoir un premier niveau de palette prête à échange qui répond à un certain nombre de critères très précis qui sont normés et de façon très neutre par EPAL et donc sur lequel on s'appuie sur des recycleurs qui sont avec la licence et qui permettent de répondre à ces critères. On a la palette automatisable
qui est aussi un deuxième niveau de qualité qui répond aux automatisations. La palette blanche, qui a plutôt un aspect presque neuf, elle n'est pas encore très colorée. Et puis on a aussi des catégories de clients dans le monde peut-être de la cosmétique, où on a des palettes neuves qui sont demandées. Donc là, on va pouvoir passer au slide suivant, qui va permettre un petit peu mieux de comprendre comment on opère et quelles sont les opérations que nous faisons. Premièrement, on désynchronise les flux. Donc, un des atouts que l'on apporte et un des grands avantages, c'est que le moment de la livraison, comme ça a été expliqué à plusieurs reprises avant, met un certain temps entre le moment où j'ai une palette qui est arrivée dans une usine et qui a donc été conditionnée avec ses marchandises, et le moment où elle va être libérée de ces marchandises, il y a un certain temps, elle suit un certain cheminement, et donc qui n'est pas tout à fait le même temps attendu par un industriel. Lui, il a besoin de produire et de palettiser ses marchandises et n'a pas le temps souvent d'attendre le retour des palettes. Donc nous, côté Paqui, on va désynchroniser les flux et les gérer de façon totalement autonome. Et là, c'est une valeur ajoutée qui est, c'est que l'on fait l'avance palette aux industriels pour qu'ils puissent recevoir la palette qui va bien. Pour illustrer un petit peu mon propos, on voit que là, on est sur une tour de contrôle puisqu'on mutualise tous les emballages qui sont la palette Europe en l'occurrence avec tous nos clients et on va relocaliser, livrer les palettes dont ont besoin les différentes usines et les différents acteurs à proximité de leur site avec les différents reconditionnaires ou avec les différentes reprises de palettes que l'on aura fait au niveau de la grande distribution. Donc, on peut imaginer un compte AT, vous avez à gauche le débit, à droite le crédit, et puis l'ensemble permet de suivre sur Internet avec un site web la lecture des entrées, des sorties et du solde qui a été mis en œuvre pour un client donné. Donc la première partie, c'est je vais livrer, là j'ai mis un exemple à Barcelone, mais ça peut être au national comme en Europe, hein, ça fonctionne exactement de la même façon. Donc ça veut dire qu'on va livrer des camions complets sur les usines dont ont besoin de palettes prêtes à être conditionnées, on va dire. Et ensuite, elle va expliquer ces marchandises sur les différentes plateformes de la grande distribution, ou même de ou des pour faire de la répartition et de la livraison à proximité. Une fois que ces marchandises arrivent sur les différentes plateformes de la grande distribution, on va, nous, côté paquet, collecter, organiser les transports. Donc, on voit bien qu'on est sur un service complet de la livraison jusqu'à la collecte. Et donc, on va collecter ces marchandises, ces palettes au niveau des plateformes, qu'elles soient, dans mon exemple, à Prague, Hambourg ou à Milan, ou tout simplement entre Paris et Lille, ou entre Marseille et puis Bordeaux. On va collecter ces palettes. Et ensuite, une fois qu'elles ont été collectées, on va aller créditer le compte du client, qui lui permet d'avoir une entrée de, par exemple, 10 000 palettes et un crédit qui nous a restitué dans un délai donné, à peu près 45 jours sont compris, avec un fil unique à la palette. Ça permet d'avoir vraiment une optimisation, une sous-traitance de l'activité sur un gestionnaire comme Paqui, qui permet d'œuvrer, de manœuvrer de cette façon-là sur l'ensemble des différents pays et des différentes plateformes. Très bien. On va souligner aussi qu'on est complètement dans l'éco-responsable. Juste pour terminer, on est dans l'éco-responsable puisqu'on a été certifié aussi Ovadis Premium. Et puis on est aussi sur différentes Lean and Green. On est sur un label en Allemagne. Et puis on est de plus en plus avec la fondation qui est avec une orientation totale sur tout ce qui permet d'avancer sur le verre et le bois au travers de la palette, comme on l'a souligné ce matin. Ah, nous avons un problème de son. Ah, bon, en tout cas, je pense qu'on a eu vraiment le cœur de votre message. Merci, merci beaucoup, Fabrice Chenu. Je vous propose maintenant de rester là, vous aussi encore avec nous et de donner la parole à Thierry Sustard. Alors, Thierry Sustard, vous êtes directeur commercial d'Opaline et vous avez une expertise. Vous avez une expertise commerciale et marketing de plus de 20 ans dans le secteur de la palette. Opaline développe Pas dans le secteur de la palette, mais j'ai une expérience marketing et commerciale dans l'activité commerciale et marketing, effectivement. C'est ce dont je m'occupe pour Opaline. Je vais prendre la main sur la présentation d'Opaline, vous dire qui on est. Allez-y, c'est parfait. On voit qu'il y a
On voit que depuis tout à l'heure, on parle énormément de flux physique. Il y a une vraie complexité dans la gestion des emballages consignés, quel que soit le mode de gestion, que ce soit du pooling épal ouvert, que ce soit de la locative, que ce soit des poolings fermés. Je pense que là, on observe que les flux physiques sont très complexes, très divers et variés. Et Opaline, en fait, ça se positionne comme une solution logicielle métier pour réconcilier le flux physique complexe avec du flux informatique. Donc Opaline, on est le jeune des trois acteurs là, qui sont intervenus dès l'intervention de Thierry Lecoing. Opaline va avoir 10 ans l'année prochaine. On est présent dans 9 pays européens. On a plus de 2000 clients utilisateurs de nos solutions, des industriels, de l'agroalimentaire, des distributeurs également. On a une vocation aussi à renforcer l'économie circulaire liée à la gestion des emballages, mais surtout, en fait, on permet aux industriels de réconcilier le flux informatique avec leur flux physique, ce qui est très important quand on gère des emballages avec une hausse actuelle du prix du bois et aussi une raréfaction de la disponibilité des emballages. Ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne maîtrise de la donnée. Votre sondage était intéressant tout à l'heure. En préambule, il disait que 77% des participants ont déjà mis en place des systèmes de suivi de leurs emballages parce qu'ils ont une vraie conscience de l'enjeu financier que ça représente sans doute. Et ce qui est très important, c'est justement de pouvoir analyser cette donnée, suivre cette donnée. Et pour pouvoir la suivre, il faut pouvoir la mesurer pour aller renseigner et vérifier des améliorations. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, les industriels qui utilisent de la palette sont encore en mode de fonctionnement en silo. Chacun va gérer de son côté son compte de palette, l'industriel, le transporteur, le distributeur, et avec du partage d'informations en règle générale une fois par mois. Et c'est vrai que ce fonctionnement en silo ne permet pas une optimisation de la rotation des emballages, que ce soit du locatif ou que ce soit de la palette échange. Il est extrêmement important d'avoir une bonne vision de sa donnée. Et ce que prône Opaline, c'est une réconciliation du compte d'emballage entre les différents partenaires au travers d'une plateforme collaborative. Donc, on va permettre en fait à chacun, industriel, transporteur et distributeur, d'avoir une vision commune des comptes et un partage de la donnée en temps réel. Donc, on permet de rompre avec les usages traditionnels du mode de fonctionnement passé de la palette Europe, avec chacun son extraction de WMS ou son fichier Excel pour essayer de partager de la data. Mais on permet vraiment de traiter une donnée en temps réel et en coopération entre les différents partenaires pour justement pouvoir se concentrer sur une reverse efficace et pouvoir renforcer le réusage des palettes actuellement en possession de l'industriel. Ça va lui permettre de réduire son budget d'achat. Tout à l'heure, la paire Thierry Lecoing disait que ce qui avait poussé la paire à aller vers une économie circulaire sur la gestion de ses emballages, c'était une maîtrise de son budget d'achat. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec la hausse du prix du bois. Puis ça va permettre aussi de réutiliser mieux les palettes actuellement en pool pour être plus efficace dans sa gestion. On a aussi, à travers de nos outils, une tour de contrôle qui va permettre pour un industriel multi-site ou un distributeur multiplateforme, multi-magasin, de mesurer précisément la performance de chacun de ces sites à des fins de pouvoir améliorer cette performance pour vraiment renforcer cette économie circulaire. C'est ça la vocation d'Opaline. C'est très clair, en tout cas, et on voit bien la complémentarité des systèmes. Merci. Alors, on me fait signe en régie qu'il y a quelques questions. Du coup, je propose qu'on les affiche pour qu'on puisse évidemment, merci de les poser. En tout cas, merci de votre interactivité. Première question, existe-t-il des solutions en locatif pour les échanges internationaux hors Europe ? Qui veut prendre la parole ? Ça remue les foules. Allez, Christophe. Oui, il en existe sur le marché, effectivement, hors Europe. Alors, encore une fois, pour notre part, comme je vous l'ai indiqué, nous, on se concentre uniquement sur le territoire européen. Ça a été un choix délibéré de notre entreprise et c'est aussi une maîtrise de la croissance qui s'opère.
Donc, on le fait à bon escient, dans le bon timing, pour avoir un vrai accompagnement auprès de nos clients. Donc, ce sont des choix délibérés aujourd'hui de se concentrer sur l'Europe. Mais il y a des solutions D'accord. hors Europe. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, déjà, première. Alors, deuxième question, les chargeurs et destinataires peuvent-ils utiliser leur propre cahier des charges et donc leurs propres critères de refus, ou c'est la classification EPAL qui fait foi, nous demande Mathieu. Alors, C'est une très bonne question. Alors, Ouais, bah, je peux peut-être répondre à mon niveau. vas-y, Fabrice. Merci. Juste en 2 mots, et je te laisse continuer. C'est le cahier des charges EPAL en priorité, puisque c'est grâce à lui que l'on peut parler d'une neutralité on va dire de la qualité attendue. En revanche, les deux, monseigneur, puisque nous avons bien sûr des clients qui ont des critères que l'on respecte tout à fait et sur lesquels on va solliciter les reconditionnaires experts de l'EPAL en leur disant voilà, tel et tel critère est rédhibitoire ou en tout cas exigé par nos clients industriels. Est-ce que vous pouvez œuvrer dans ce sens? Et je dirais que dans 100% des cas, on obtient une réponse à ces exigences qui existent et qui sont effectivement sur le marché. Oui, en complément de ce que dit Oui. Fabrice, effectivement, Fabrice a fait une réponse tout à fait claire. EPAL, effectivement, a produit d'ailleurs une nouvelle classification qualité qui vient de paraître il y a un mois. Et cette classification qualité, elle se veut, entre guillemets, comme juge de paix. Voilà, elle est là, elle existe, mais effectivement, comme l'a très bien dit Fabrice, c'est un accord bilatéral dans une relation commerciale, et on peut effectivement mettre en place ses propres critères. Voilà, la classification, je me répète, n'est que là que pour faire juge de paix en cas de litige. Voilà. très bien. En tout cas, ça donne un cadre évidemment intéressant. Alors, nous avons encore une nouvelle question versus la palette reconditionnée telle que le pratique la société Lapeyre et de la location de palettes, LPR. Quelle doit être la durée de stagnation de palettes moyenne maximale? Ou quelle devrait être peut-être, si je peux me permettre en tout cas, ou qu'est-ce qu'elle peut être déjà. Est-ce que Thierry, vous voulez déjà intervenir? Oui, pour notre part, en fait, la durée de stagnation de palette maximale, moyenne, on n'a pas de mesure comme ça. Le tout, c'est en fait, nos palettes sont spécifiques, c'est pas de la palette Europe. Donc la durée doit être juste le temps de constituer un camion pour retourner vers le site émetteur. Le but, c'est parce que dans la prestation, nous payons bien sûr le tri, le reconditionnement, la réparation éventuelle, la destruction, mais aussi le stockage en attendant de constituer un camion pour remonter vers le site utilisateur. Donc maximal, on ne le mesure pas comme ça en fait. Il faut que ça tourne le plus vite possible. Parce que le plus vite on récupère nos palettes, le plus vite ça fait baisser nos coûts. En fait, c'est la palette reverse qui va piloter maintenant nos achats de neuf. En fait. C'est un copilotage, c'est un peu plus compliqué à gérer comme ça, puisque les palettes sont spécifiques. Ce n'est pas une palette Europe dans laquelle on peut échanger comme on veut. Mais voilà, c'est durée maximale. Je dirais que c'est le plus court possible. Il faut que ça tourne. Ok. Si j'ai répondu. Écoutez, on demanderait au... Alors, peut-être que LPR veut nous répondre en complément? Je rejoins Monsieur Lecointre. L'idée, c'est qu'effectivement, on ait une rotation au niveau de la palette qui soit la plus rapide possible. Donc là, il y a un certain nombre d'éléments qui vont jouer en termes d'organisation, de secteur d'activité, les marchés, etc. Donc là, j'ai pas une réponse à vous apporter avec un chiffre précis. D'accord. Le maître mot, si je peux me permettre, c'est l'organisation. C'est ce qui fait tout. Parfait. On fait signe qu'il a... Et moi, si je peux compléter un peu, oui, Thierry, bien sûr. La parole, Anne. Non, Avec les indicateurs dans la tour de contrôle opaline permettent aussi d'identifier le taux de rotation des emballages, le nombre de jours d'IMO, etc. Donc ça c'est une donnée très précise qu'on peut avoir uniquement à partir du moment où on analyse la data correctement.
Et on voit qu'à partir du moment où on analyse la data, on peut l'optimiser, évidemment, j'imagine, ce temps Bien sûr, d'immobilisation. parce que c'est là où on peut identifier des stocks dormants sur certains sites qu'on va pouvoir faire tourner plus fréquemment ou rapatrier des palettes qui sont immobilisées depuis un moment pour optimiser les flux sur une autre partie du besoin du client. Alors, on pose une question, je ne sais pas à qui elle peut s'adresser. Vous allez prendre la parole pour ceux qui veulent. Comment gérez-vous le déséquilibre des flux? Alors, je vous laisse... Ça, je veux bien y répondre aussi. Allez. Je veux bien y répondre aussi, mais alors, et puis on complétera, mes collègues compléteront, mais c'est vrai que dans la tour de contrôle, on permet justement d'identifier aussi les équilibres et déséquilibres de flux. Et une des premières manières pour compenser des déséquilibres de flux, c'est de faire des triangulaires de compensation. Donc, on va faire des jeux d'écriture en pilotant la donnée en centrale, en intersite ou en inter-entrepôt. On fait ça pour beaucoup de nos clients. Chaque fin de mois, on va faire des jeux d'écriture pour faire des triangulaires de compensation de dette palette, des rééquilibrages de comptes sans mouvementer de palette, juste des rééquilibrages informatiques. D'accord, très bien. Fabrice? Je peux amener peut-être mon éclairage? Voilà. Oui. Avec grand plaisir. Je dirais ça dépend sous quel angle on se met. Si on se met sous l'angle du client avec la solution de Paki, en fait, ça n'est plus un problème. On va livrer les palettes qui sont commandées, on va récupérer les palettes qui sont restituées. Donc ça, c'est la lecture client. Donc le déséquilibre disparaît puisque c'est juste la mise à l'équilibre du compte palette, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est important pour le client. D'un point de vue Paki, en fait, on va tout faire pour réutiliser les palettes là où elles arrivent massivement, puisqu'on parle d'un pool, on fait du pooling, mis à disposition d'un maximum d'acteurs, et donc on va se charger de relocaliser au plus proche chez d'autres clients la palette Europe, qui répond toujours aux normes de l'EPAL. Donc on a deux différents, on va dire même 3 niveaux de réutilisation. Naturellement, on sait avec nos outils informatiques qui nous permettent d'avoir les rotations, les lieux où sont disposés à disposition les emballages. On va anticiper des livraisons vers d'autres clients. Et juste d'en parler, on va aussi, dans certaines, on va dire, conditions, relocaliser dans des distances plus moyennes. Et enfin, lorsqu'on n'a pas d'usage sur des palettes, on a vraiment un surplus, comme ça qu'on l'appelle dans notre univers, eh bien, on va jusqu'à vendre les palettes localement aux reconditionneurs qui eux-mêmes ont peut-être des besoins et des solutions. Très bien. Ou tout simplement un industriel qui aurait besoin, ou même encore la grande distribution, qui aurait besoin de palettes dans ce lieu de surplus. D'accord. Merci. Un petit mot complémentaire? Oui, alors dans notre cas, quand ce sont des palettes spécifiques, c'est pas du tout de la palette standard, donc il n'y a pas une notion de 1 pour 1. C'est que quand on n'a pas, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'équilibrage se fait entre l'achat du neuf et du recyclé, quoi, en fait. Donc la reverse, avant on commandait principalement du neuf et la reverse venait en complément. Maintenant, on essaie de faire changer les habitudes et de dire on achète le neuf en complément de la reverse, mais ça c'est le but idéal à atteindre. C'est pas toujours facile à faire. Bon, eh bien, écoutez, voilà, nous arrivons à la fin de cet atelier. Merci pour ces échanges. J'espère que les 18% qui ont envie de mettre en place des systèmes auront eu des réponses. En tout cas, merci de nous le dire dans le chat. Ça fait toujours plaisir de savoir si c'est utile, évidemment. Donc, je le redis, les présentations, les replays de cet atelier seront disponibles la semaine prochaine sur le site Futuropalette. Et puis maintenant, on va avoir un temps de pause de 15 minutes et nous reprendrons à 15h15 avec un choix de 3 autres ateliers. Un atelier économie circulaire qui a l'opportunité pour la palette bois. Le deuxième, c'est palette bois en fin de vie, quelle valorisation. Et le troisième sera sur le thème transport et supply chain de demain, quelle place pour la palette bois. Les liens de connexion sont disponibles sur le site internet futuropalette.fr et je pense qu'on vous les met également dans le chat. Écoutez, je vous remercie, c'était un plaisir de vous entendre. Merci à tous. Merci. Et je vous souhaite une bonne pause et retrouvez donc votre lien de connexion pour le prochain atelier si vous ne l'avez pas reçu par mail, sur le site internet. Merci à vous et merci aux intervenants qui étaient à distance également. Merci d'avoir été avec nous et à tout à l'heure. Merci.